pour toi qui veux voyager avec le mystère, danser avec la vie, découvrir les profondeurs de l'expérience humaine avec ta propre expérience. Sungate, un an de guidance en Human Design. Bienvenue à toutes et à tous. Le son, ça va? Je parle assez fort, très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, qui est un épisode un peu particulier parce que je suis à Pod Bruxelles. Donc je prends l'occasion de remercier toutes les personnes qui ont rendu possible cet événement, qui est génial. Et mes copines qui m'ont accompagnée, et toute ma famille, comme si j'étais aux Oscars. Donc, ceci est un podcast qui est né en janvier parce que j'avais envie de mettre ma créativité quelque part. C'est né vraiment d'un élan de créativité et sur un thème et un domaine qui me passionne beaucoup, qui est le Human Design. Est-ce qu'ici, dans la salle, il y a quelqu'un qui connaît ce que c'est le Human Design? À part mes deux copines. Non, le Human Design, c'est un système de connaissance de soi qui mélange plusieurs systèmes de connaissances anciens et modernes, comme l'astrologie, comme le I Ching, comme la Kabbalah, comme la physique quantique aussi, et le système des chakras. Et c'est un système qui va vraiment nous rappeler, nous faire souvenir un peu qui nous sommes, nous mettre en contact avec les énergies qui nous composent. Donc, Sungate sort tous les 6 jours, parce que tous les 6 jours, le soleil rentre dans une porte différente, c'est-à-dire qu'on va faire expérience d'énergies différentes. Ici, sur Terre, on est pas mal influencé par les énergies du soleil. Et donc, pourquoi le Human Design pour moi? Évidemment, ça me parlait très fort. J'ai découvert ça il y a plus ou moins 2 ans. Et ça a fait une vraie différence dans ma vie, dans mon développement personnel et aussi dans la manière dont j'accompagne les personnes que j'accompagne. J'ai oublié de me présenter. Je suis Giulia Bavagnoli. Je suis italienne, mais en Belgique depuis 13 ans, bientôt 14. Donc, est-ce un podcast belge? Je ne sais pas. Je suis la fondatrice de Self-Inspired Expression et j'accompagne les personnes et les groupes à vraiment accéder à cette expression authentique et inspirée et sans compromis. D'où le Human Design, en quoi c'est inspirant pour moi. Le Human Design nous dit très clairement que malgré le fait qu'on est tous les êtres humains, je veux dire, faits de la même manière en termes de composantes énergétiques, chacun de nous a des composantes qui sont plus ou moins activées. Et donc, ça fait de nous des êtres extrêmement uniques et des événements cosmiques quelque part. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme vous, il n'y aura jamais quelqu'un comme vous dans l'histoire de l'univers. Donc ça, c'est pas rien. Donc il y a justement ce paradoxe entre à quel point on est unique et à quel point on fait tous partie d'un même grand plan et à quel point aussi notre unicité nous permet de participer à ce plan de façon irremplaçable. On n'est pas remplaçable. Donc c'est un peu ça qu'on va chercher dans une profession. On n'aime pas se sentir remplaçable. C'est parce qu'on ne l'est pas. On n'est pas remplaçable. Chacun de nous a des talents bien précis. Chacun de nous a des envies bien précises. Chacun de nous est ici pour vivre quelque chose de bien précis. Et le Human Design nous dit aussi qu'on est parfaitement conçu pour vivre ce qu'on a à vivre. Il n'y a rien à changer. Il y a juste, peut-être, souvent, à déconditionner. Ça, on va en parler après. Donc, le Human Design nous aide vraiment à nous rappeler qui nous sommes et nous invite à l'exploration de qui nous sommes. Ce n'est pas un système
prescriptif, c'est un système d'exploration. Qu'est-ce qui marche mieux pour moi? Comment est-ce que je peux mieux me connaître? Comment est-ce que je peux me relier à ma connaissance intuitive, ma connaissance de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, oui ou non? Et c'est vraiment les questions que j'apprécie le plus et qui sont les plus transformatrices à mon sens. C'est comment je sais. Qu'est-ce qui me permet de savoir pour moi si la décision que je vais prendre est une décision qui est correcte pour moi? Donc la première question que j'ai envie de poser au public ici, c'est comment vous savez que quelque chose est bon pour vous ou pas? Je vais vous donner un exemple. Pour moi, s'il y a quelque chose qui n'est pas correct pour moi, je vais le sentir tout de suite et ça se manifeste avec une espèce de nausée. Donc c'est très fort. Ou bien si quelque chose est correct pour moi, je vais me sentir complètement excitée, complètement emballée, ou bien très sereine, ou bien très confiante. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole et me dire comment est-ce que vous savez, vous, pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous? Comment est-ce que vous décidez? Je vais passer le micro dans un instant. Oui, il y a une personne qui vient. Moi, je le sens dans mon corps. Ouais. C'est vraiment une réaction dans mon corps. Je le sens quand quelque chose n'est pas juste pour moi ou aligné. Je le sens ici, au niveau du plexus. Ça fait comme une boule. Et alors, j'ai du mal à respirer. Je me sens vidée de mon énergie. Et au contraire, quand il y a quelque chose qui est vraiment enthousiasmant ou qui est juste, je me sens en paix. C'est vraiment... Je ne peux pas dire un autre mot, juste... En paix, oui. Comme si ça pouvait couler. C'est ça. Ouais. C'est du flow, c'est libre, c'est naturel, quoi. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Partage. Le Human Design nous invite vraiment à cette exploration-là. Et donc, il y a certains de nous qui sont faits pour décider effectivement sur l'instant, savoir immédiatement si quelque chose est bon pour nous ou pas. C'est ce qu'en anglais on appelle gut feeling. C'est quelque chose qu'on ressent au niveau des tripes, des viscères. Et il y a d'autres personnes qui sont plus dans l'émotionnel, donc qui sont définies émotionnellement en Human Design. Eux, par contre, ont besoin de temps pour élaborer l'émotion et savoir quelles sont les informations que cette émotion vient apporter sur la décision à prendre. Donc, pour ces personnes, il serait pas juste de leur demander de décider tout de suite, parce qu'ils vont peut-être prendre une décision sur la vague de « oui, génial, je le fais », le lendemain, ils vont se réveiller en disant « ah merde, pourquoi j'ai accepté de faire ça ?» Pour des personnes, à l'inverse, qui décident avec leur ventre, ce ne serait pas correct de leur demander de réfléchir sur la chose, parce qu'on le fait très bien ici, surtout dans la société occidentale, on réfléchit énormément aux choses, on donne énormément on privilégie vraiment cette raison, ce raisonnement. Mais ce raisonnement, parfois, et même en Human Design tout le temps, nous amène en dehors de ce qui est notre vraie connexion à notre connaissance intérieure, notre intuition. En Human Design, on décide avec le corps. Et la tête, c'est quelque chose qui aide avec des informations, des idées auxquelles on peut réagir, mais qui jamais vont prendre la décision à notre place. Donc, ça, c'est une des premières choses que je trouve super intéressant à explorer. Et aussi, il nous invite à créer notre propre histoire. Donc, en Human Design, il y a différents types énergétiques. Et chacun de ces types et chacun de ces profils, c'est un système assez complexe, mais il nous invite vraiment à jouer avec les énergies qui nous composent pour créer notre histoire. C'est quoi notre histoire? Notre histoire, c'est ce qu'on se raconte à propos de nous, à propos des autres, à propos du monde, à propos de la vie. On peut dire aussi que c'est des croyances, on peut dire que c'est des formes pensées. C'est nos histoires qui structurent la façon dont nous interfaçons avec la réalité et donc la façon dont nous créons la réalité, donc nous influençons notre réalité. Et donc, le pouvoir de créer notre histoire est le pouvoir de créer notre réalité. Évidemment, comme dans tout système de connaissance de soi, il y a un moment où on va être invité à faire la différence entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. En Human Design, on appelle ça conditionnement. Le conditionnement est simplement
quand on n'est pas en contact avec nos choix, notre façon de choisir, on n'est pas en contact avec nos envies, quand on se laisse quelque part influencer par les autres. Par exemple, en Human Design, il y a 9 centres énergétiques. Le premier centre, le centre de la tête. Ce centre, c'est le centre qui reçoit l'inspiration, qui reçoit les idées, qui sont processées après dans le centre Ajna, qui correspond ici au 6e centre dans le système classique. Et c'est le centre où on va raisonner, où on va élaborer l'information, où on va trouver des solutions. Et chacun de nous a une façon différente de le faire. Mais si quand on est petit, par exemple, on nous dit « mais en fait, tu ne raisonnes pas du tout de la bonne manière, c'est pas comme ça qu'on pense. On pense plutôt comme ça. Prends cette façon de penser. » Eh bien, ça, c'est un conditionnement. Si on croit à ça, on va s'éloigner de notre façon, notre manière d'être. On va intégrer quelque chose qui nous convient peut-être pour être accepté en ce moment-là, mais qui n'est pas aligné. Quand on parle d'alignement, c'est vraiment ça, être aligné à qui on est, aligné à ce qui nous vient naturellement. Comme tu disais, ça coule et ça passe, c'est une ouverture, c'est la paix, parce qu'on est aligné à ce qu'on fait naturellement. Quand je disais tout à l'heure, on est parfaitement conçu. Il n'y a rien à changer. Il y a juste à enlever des choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc, ces conditionnements sont inévitables, puisqu'on est tout bébé, on est dans une famille, on est dans une culture, on est dans une société qui a ses propres façons évidemment, élaborer l'information, de trouver des solutions, des systèmes de croyances variés. Et il est nécessaire pour nous de se faire conditionner, parce qu'on ne peut pas arriver à faire « Ouh, je suis là, je suis différente de tous les autres, vous allez m'aimer comme je suis ». Les personnes ont des attentes, il y a des besoins à satisfaire. Et donc, le parcours, ça va être vraiment, quand on s'engage dans cette voie, d'aller enlever tout ce qui ne résonne plus chez nous, ce qui n'est plus nécessaire finalement pour être accepté et pour être en phase avec les autres, et réaliser que être qui nous sommes, être l'expression de qui nous sommes, c'est la seule chose, le seul cadeau qu'on a au monde. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prouver, il n'y a pas à s'adapter. On a juste à retrouver qui on est venu être. Et d'habitude, comme tu le disais très bien, quand ça arrive, on se sent en paix, on sent que ça coule, on sent cet alignement dans le bien-être physique. Ok ? Donc, faire la différence entre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous va être tout le chemin de déconditionnement. Le Human Design aussi nous dit, et si je vais vous parler de façon très générale, avec ses 9 centres, avec ses circuits, avec ses portes, il utilise énormément les archétypes, il nous dit qu'on est toutes et tous ici, et on est toutes et tous conçus pour être inspirés, pour recevoir des idées, pour avoir des projets, pour avoir des rêves. Et c'est à travers cette imagination qu'on va créer quelque chose qu'on a envie ou pas de construire. On est toutes et tous ici pour pouvoir mettre ces idées, ces inspirations dans une forme qui peut être communiquée aux autres, qui peut être mise dans la matière. On est toutes et tous ici pour être connectés à la Terre, pour recevoir cette pression de création, cette pression d'action, et pour être en relation. On est toutes et tous ici pour être dans la solidarité, pour s'entraider, pour vraiment être dans le soin par rapport à l'autre. On est toutes et tous ici pour simplement survivre. Survivre au niveau physique, mais aussi rester dans notre intégrité, dans ce qui est important pour nous, dans notre intégrité morale, dans notre intégrité de ressources aussi. On est toutes et tous ici pour être dans l'abondance, dans la prospérité. On est toutes et tous ici pour aimer soi d'abord et les autres après, comme quelque chose qui émane de nous. On est toutes et tous ici pour être connectés à notre valeur et depuis cette valeur, créer quelque chose de la même ampleur, on va dire. On ne peut pas créer quelque chose plus grand que ce qu'on pense mériter. On ne peut pas créer quelque chose... c'est pour ça d'ailleurs que parfois on n'arrive pas à créer quelque chose parce qu'on pense franchement, qui suis-je pour vivre ce rêve de cette manière magnifique ?
eh ben, tu es la seule personne qui peut vivre ce rêve de cette façon magnifique. Est-ce que vous avez des questions? Je me suis lancée dans mon truc. Je peux parler pendant très longtemps. Mais est-ce qu'il y a des questions, des commentaires du public? Est-ce que ça résonne? Comment ça résonne? C'est trop beau. C'est trop beau? C'est très beau. Ce n'est pas trop beau. Ça nous invite aussi, merci pour ce... vraiment, par rapport aux histoires, quand on dit c'est trop beau, eh ben, si c'est trop, on n'est pas vraiment conçu pour être dans le trop, on est conçu pour être dans l'assez. On est conçu pour être dans l'assez de qui on est conçu pour être dans l'assez de nos ressources aussi et dans ce qu'on on va créer. Ce n'est pas écologique d'être dans le trop. Par contre, si c'est très beau, ça, on est bien évidemment conçu pour être dans l'expansion, dans le trait, dans le merveilleux. Tu veux prendre le micro? Pourquoi on dit trop? Oui. Et sauf que moi, mais ça, je suis submergé. Et je suis submergé, c'est parce que je dis c'est trop beau Ouais. pour moi. Ouais. J'ai l'impression que vous vous adressez à moi Oui, ben oui. directement. Parce que ce que vous dites, je l'ai vécu. En fait, ma femme sait, hein, donc voilà. Je me permets, c'est juste un commentaire. Je l'ai vécu, mais sauf que ça dérange un peu l'éducation que j'ai eue. Donc je le dis comme ça. Je suis tombé, voilà, quand je le dis au commun des mortels, ils trouvent que c'est un peu fou. En fait, je peignais chez moi, donc voilà, je faisais la peinture. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherchais, donc je suis tombé sur un site, comme ça, hein, pornographique, je le dis comme ça. Et sauf que ce que j'ai vu, c'était vraiment une femme nue, effectivement. Mais quand je dis une révélation, je dis, mais c'est quoi, c'est? Et ça, c'est moi qui l'ai vécu, quoi. Oui. Et mon éducation me disait, non, tu ne dois pas, Ouais, voilà, ouais. c'est fou, non, tu ne dois pas. Mais effectivement, quand on dit une révélation, et après, ça fait donc quoi? Ça fait dans ma tête tout un cheminement. Mais c'est quoi ce nu, quelque chose, je dis, permettez, je ne veux pas monopoliser, c'est pas mon podcast, comme on dit, quoi. Oui, on a le temps, je pense. Je pars très vite. Non, parce que quand je dis là, je revois l'image, c'est quelque chose, je dis, oh, c'est le waouh. C'est vraiment quelque chose qui vous dépasse comme ça. Donc j'ai vu un La nu. beauté. C'est vraiment la beauté. Ouais, ouais. Et après, ça fait un chemin, parce que là, donc, je suis sur le nude, je le dis comme ça. Et après, donc, en fait, je me suis dit, mais est-ce que je vais écrire sur ça, quoi? On dit vraiment une révélation, comme on dit une épiphanie, comme ça, quelque chose qui... Ouais. Et effectivement, quand j'allais dans la bibliothèque, c'est fou quand je dis ça, peut-être parce que j'ai pris de l'âge, quoi. Les choses s'alignaient. C'est-à-dire que je trouvais, je donne un exemple, donc je dis, bon, je vais peut-être écrire sur le nu. Je dis, je vais peut-être. Donc je vais dans une librairie, comme ça, je tombe sur le nu de, comment on appelle déjà, le grand... Celui qui a beaucoup écrit sur le nu, l'un des spécialistes mondiaux. Bon. Donc je tombe sur le livre. C'est le livre. Il y a 2 tomes. Je tombe sur le tome 1. C'est pas vrai, ça. Je fouille. Je tombe pas sur le tome 2. Je dis, c'est pas vrai. J'aimerais avoir ce tome 2. Donc j'étais à pêle-mêle. Donc je fouille comme un fou, quoi. Donc je prends rien. Comment il n'y a qu'un tome 1 et un deuxième tome 1? Je dis, bon, je sors. Le même jour, non, quand je dis vraiment, c'est fou. Le même jour, je sors, donc je passe devant, comment on appelle déjà, c'est... Bon. On voit également des livres comme ça, donc je ne me rappelle plus. Mais je voulais passer, mais quelque chose qui m'attirait comme ça. C'est fou, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? On vendait des habits, de toute façon, c'est... Voilà. Je rentre, je dis, mais oui, il y a des livres en bas. Je dis, mais je passe directement. Je dis, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'appelait, je ne sais pas, donc je vais. Je fouille, je dis, bon, je voulais mon tome 2, hein, c'est vraiment, j'avais le tome 1. Bon, je dis, bon, écoute, bon, j'en ai marre, j'ai fait au moins 30 minutes, je sors. Il y a quelque chose qui dit, écoute, regarde un peu. J'ouvre comme ça.
je touche comme ça, c'est le tome 2. Oui. Oui. Et quand effectivement, quand on commence à s'ouvrir à cette connexion-là, il y a plein de choses qui se mettent en place pour nous. Mais plein de choses. Après, je trouve, c'est-à-dire que des bouquins qui ne parlent que du sujet, surtout le nude. Hein. Ouais. Et finalement, donc voilà, pour moi, le nude, voilà, j'ai dit, c'est vraiment l'expérience digitale du lumineux. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime. Hein. Je pense même maintenant comme ça. Luminous Digital Experience. Le lumineux, ce qui nous dépasse. Ouais. Hein, donc c'est le wow, ce qui est. Voilà. Donc là, je suis en train de plus ou moins de bouquiner pour écrire sur le sujet, mais je ne vous dis pas. Si je dis, j'ai près de, ma femme ne le sait pas, près de 50 livres que j'ai trouvés comme ça. C'est-à-dire que et c'est comme si on me disait, je dis, mais est-ce qu'on me demande d'écrire sur ça? Oui, je pense que donc, c'est pour dire que c'est trop beau ce que vous me dites. Donc, moi, je vois Jung, je vois tout ce que vous dites, les archétypes. Je dis, mais c'est peut-être pour moi. Hein. C'est peut-être que. Excusez-moi, c'est. C'est pour tout le monde, parce que, comme je le disais, ça c'est ce que le Human Design nous dit pour tout le monde. Pour tout le monde. Et vous m'avez fait penser à ma copine qui partageait son expérience dans la voiture venant ici. Elle dit qu'elle s'est trouvée dans un moment avec sa fille, et il y a un moment où il y a eu un clic, une révélation, vous avez utilisé le même terme, et où son mental, sa tête a commencé à produire énormément d'idées. Elle a commencé justement à être inspirée à vitesse accélérée. Parce que cette réconnexion, j'en frissonne, cette réconnexion-là, elle est évidente. C'était une évidence. Et donc, quand ça devient une évidence, l'étincelle est allumée. Il y a juste à suivre après les signaux, et tout en sachant aussi qu'en étant connecté à la Terre, avec le chakra racine, en étant connecté à la Terre, on est connecté aussi au timing de la Terre entière. Et donc, il y a ce concept aussi de savoir que les bonnes choses arrivent au bon moment. Et pas forcément quand on veut qu'elles arrivent, elles arrivent au bon moment. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc, dans mon podcast, ce que je fais, je suis le mouvement du soleil qui change de porte. Donc, une porte, c'est la représentation d'un archétype principal de l'expérience humaine. Le soleil change de porte tous les 6 jours. Et donc, la porte qui commence demain, c'est la porte 39, qui est la porte de la provocation en Human Design traditionnelle et la porte de la recalibration en Human Design quantique. Elle se trouve dans le centre de la racine, encore une fois, donc elle reçoit cette pression. La racine, c'est aussi le centre de l'adrénaline, du stress. C'est quelque chose qui nous met en mouvement. C'est de là qu'on reçoit ce mouvement, cette impulsion. Et donc, elle reçoit la pression et l'énergie nécessaire pour provoquer l'éveil de la conscience émotionnelle chez les autres, à travers la provocation. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de très confortable à recevoir, cette énergie-là. Donc, c'est-à-dire que pour les prochains 6 jours, on va être dans une énergie où on va soit être dans la provocation, il y a manière et manière d'être dans la provocation, soit de recevoir de la provocation. Je pense que quelqu'un tout à l'heure a mentionné cette composante émotionnelle par rapport à la direction de notre vie. Et le Human Design nous montre clairement aussi par rapport au développement du Human Design, qui n'est pas figé, que l'évolution humaine se joue maintenant sur l'évolution de la conscience émotionnelle. À quel point nous sommes en mesure d'accueillir, de nous laisser traverser par les émotions, d'accueillir les informations que les émotions vont nous transmettre, et comment intégrer ces informations-là dans notre vie. Et comment rester dans la connaissance, dans la certitude que quoi qu'il arrive, c'est pour nous. Que quoi qu'il arrive, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour nous entraver ou nous empêcher d'être qui nous sommes. Comment est-ce que je peux me mettre en relation avec l'autre en étant vulnérable, par exemple? Comment est-ce que je peux accepter mes ombres? Comment est-ce que je peux accepter ma peur?
mon sens d'inadéquation, tout en traversant cela et tout en bougeant vers autre chose. Comment est-ce que je peux me laisser appeler par mon bien-être, qui est mon bien-être uniquement? On a parlé tout à l'heure de réussite dans le podcast précédent. Qu'est-ce que c'est la réussite? La réussite, elle a autant de définitions qu'il y a d'hommes et de femmes sur la Terre. Et donc, comment est-ce que je peux rester ouvert à cette vague émotionnelle qui me traverse sans fuir dans le mental, sans fuir dans l'activité, sans fuir à ce que l'univers essaye de nous dire, ce que les autres essayent de nous dire. Et donc l'évolution humaine, ça passera surtout par cette connexion à notre côté émotionnel, à côté émotionnel des autres, pour créer quelque chose qui est de l'ordre du bien-être. Ça va être le succès va vraiment être mesuré à quel point je me sens bien. Et me sentir bien, pour moi, ça veut dire peut-être être aujourd'hui ici avec vous en train de vous partager ces choses. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout seul à la maison en train de bouquiner. Donc, à quel point je me sens bien, à quel point j'accepte ma façon de me sentir bien. À quel point je ne me laisse pas conditionner par des injonctions qui m'ont dit que la façon de se sentir bien ou la façon d'avoir du succès est telle et telle et telle. Donc, pour revenir à la porte 39, ces caractéristiques, c'est une énergie primitive, c'est une énergie viscérale. Elle est connectée directement à une porte dans le plexus solaire émotionnel. Donc, elle va faire expérience de vagues émotionnelles très hautes et très basses en intensité. C'est du drame, quoi. C'est vraiment on peut vraiment faire expérience de ça, et peut-être que vous allez faire expérience de ça dans la semaine qui vient. Et donc, comme toute énergie, elle peut être vécue dans son expression ombre et dans son expression haute. Je vais ici expliquer un peu plus ce concept d'ombre. Donc, la même énergie, elle peut être vécue à des fréquences hautes et des fréquences basses. Et tout ce qu'il y a au milieu, donc du bas jusqu'au haut. L'ombre se trouve dans les fréquences basses d'une énergie. Et on trouve dans l'Human Design, comme dans d'autres aussi systèmes, ce concept que pour aller vers quelque chose d'évolutif, il nous faut traverser quelque chose qu'on peut expérimenter, dont on peut faire expérience de façon inconfortable ou très inconfortable. Quand on est dans l'ombre de quelque chose, c'est pas très marrant. Et pourtant, on doit passer par là, on doit traverser cette ombre pour arriver à son expression la plus haute. Et tout ce chemin, tout ce voyage va être l'intérêt du voyage. On est ici pour vivre, on n'est pas ici pour atteindre des objectifs. Notre but, notre mission de vie, c'est d'être qui nous sommes, c'est de vivre qui nous sommes, c'est aussi d'exprimer qui nous sommes. Le Human Design est structuré d'une manière que tous les centres convergent vers la gorge. Et la gorge est vraiment le centre de l'expression, le centre de la communication et de l'action. Donc on est ici pour mettre dans la matière toutes les énergies qui nous traversent de façon unique. Et donc, pour la porte 39, dans l'ombre, et comme à chaque fois en ombre, on a quelque chose de répressif, dont on réprime quelque chose, ou bien de réactif. Dans le côté répressif, on va refouler toutes les émotions et toute cette énergie-là. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en cage cette force vitale et ce réservoir de créativité. Et dans son expression réactive, on accède directement à la violence, qui peut être physique, mais qui peut être verbale, évidemment. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'abus dans une relation, et souvent, ça se joue dans nos relations les plus proches, dans les personnes qui nous connaissent, qui savent exactement là où ils vont aller toucher pour nous blesser. Je ne sais pas, on ne fait pas toute expérience de ça, mais dans son expression ombre, c'est des personnes qui font ça, parce qu'en vrai, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour, mais ils cherchent cet amour avec de l'attention négative. Et quand je vous dis ça vous fait penser à quoi, par exemple? Quelqu'un qui cherche de l'amour à travers de l'attention négative. Ça vous
fait pas penser aux enfants? Parfois. Pas les tiens. C'est souvent, pas souvent le cas, mais c'est souvent quand on a un enfant qui devient violent, qui devient agressif, il s'agit de ça. C'est une recherche d'amour, mais à travers l'attention négative. Et paradoxalement, dans sa fréquence haute, c'est vraiment un peu l'archétype de l'enfant, cette porte de la provocation. Il y a une énergie de créativité inarrêtable. Si vous regardez un enfant, quand il est laissé faire ce qu'il a à faire, il n'arrête jamais de jouer, il n'arrête jamais de créer, il n'arrête jamais d'être en relation, que ce soit avec ses amis imaginaires, ses peluches, ses doudous ou ses amis. Il n'arrête jamais, il est tout le temps en mouvement jusqu'au moment où il s'écroule le soir au lit. Et donc, l'ombre de cette porte, comme toutes les ombres, est connectée à une peur. C'est la peur d'être piégé et de perdre la liberté d'action. Donc ça, c'est une peur qui est très atavique, c'est une peur qui est très ancrée et enracinée. Et encore une fois, on trouve le paradoxe parce que à chaque fois que nous réagissons à quelque chose en prenant personnellement quelque chose et donc qu'on rentre dans cette réaction émotionnelle, on est directement en cage. Donc à chaque fois que nous croyons à la peur d'être pris en cage, nous rentrons directement dans cette cage. Donc, dans cette ombre, on a tendance à prendre tout personnellement parce que on ne se conçoit pas comme quelque chose du tout, on se conçoit comme quelque chose de séparé. D'ailleurs, c'est ça la base de toutes les ombres, c'est de se concevoir comme quelque chose de séparé de tout le reste. Quelque chose qui doit faire quelque chose pour avoir une place à l'intérieur du tout. Alors que nous sommes par naissance et par nature à l'intérieur et partie du tout. Dans la fréquence haute, je disais, c'est une personne qui est dans une pure créativité. Et c'est une personne qui accède ainsi à son génie. Donc, quand on est dans la créativité, quand on fait ce qu'on aime faire, ce qui est la manière la plus rapide pour accéder à une fréquence plus haute, quand on aime ce qu'on aime faire, on accède à notre pur génie et on devient contagieux. Les gens qui sont autour de nous, ils vont être automatiquement attirés et automatiquement touchés par cette manière de vivre le génie. Ils vont activer en eux-mêmes le génie, ça va leur ouvrir des horizons. Parce qu'on a tous un génie, évidemment. C'est tous des génies différents. Et donc, c'est vraiment comment est-ce que on peut vivre notre émotion et leurs intensités avec sérénité et en restant dans l'instant présent, sans s'échapper. Parce que ça peut être très inconfortable de vivre une émotion qui est très lourde, par exemple. Ça peut être très inconfortable de vivre une émotion qui est très haute aussi, d'ailleurs. Une petite anecdote, j'ai acheté un poster que j'ai mis dans mon bureau. Et c'est un poster de Snakes and Roses. Et c'est l'échelle de fréquence émotionnelle. Il y a un tigre avec... Enfin, c'est un truc très spirituel, très perché, etc. J'adore. Et chaque fois que je suis devant ce poster, mais je peux pas, je commence à rigoler. J'ai une joie qui m'explose et c'est pas très confortable. Je dois le regarder à petite dose parce que ça devient incontenable. Tu me regardes comme ça, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Et donc, être dans cet instant, être dans cette émotion et utiliser cette émotion aussi comme quelque chose qu'on peut donner à l'autre pour le réveiller. Les personnes qui ont ça dans leur design, ils utilisent ces émotions-là, c'est piquant parfois, pour aller les faire sortir de ce sommeil, de cette complaisance, de qu'est-ce qui se passe, réveille-toi, il y a la vie à vivre, il y a tout à créer. Et donc pour vous, pour cette semaine, peut-être que vous avez envie de réfléchir à ça. Déjà, qu'est-ce que j'aime faire? Est-ce que je sais ce que j'aime faire? Et si je sais ce que j'aime faire, est-ce que je fais ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'empêche de me consacrer authentiquement à ce que j'aime faire, sans me laisser conditionner par les « il faut ». Vous savez d'emblée que si vous pensez « il faut », si vous dites « il faut », si vous êtes dans un « il faut », vous n'êtes pas en alignement. Parce que quand on est aligné, il n'y a rien qu'il faut. Il y a juste tout à vivre. Il n'y a rien qu'il faut faire.
Et aussi, ouais, c'était ça en fait. C'était vraiment accéder à ce changement d'attitude intérieure. Et quand il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui pourrait éventuellement nous blesser, savoir que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas personnel. C'est évidemment une projection du monde de l'autre. Par contre, si on le prend, alors ça devient réel pour nous aussi. Si on accepte quelque chose de méchant ou que sais-je, parfois c'est même pas méchant, parfois c'est juste une remarque. Si on accepte quelque chose pour nous, comme si c'était vrai, comme si c'était quelque chose qui nous fait sentir petits, bah alors c'est notre choix d'accepter ça dans notre réalité, dans notre histoire aussi. Et donc, posez votre attention à comment vous réagissez aux interactions avec les autres. Est-ce que vous prenez ça personnellement quand la communication ne se passe pas forcément bien? Est-ce que vous êtes en mesure de discerner où est-ce que l'histoire de l'autre est en train de se manifester ici? Où est-ce que votre histoire aussi se manifeste? Ce n'est pas un hasard si on choisit de partenaires qui nous mettent devant un miroir très inconfortable. Ils sont là pour nous faire évoluer. Donc, voilà, pour cette semaine, c'est les questions que je vous invite à vous poser. Et comme je fais de temps en temps, pour donner plus une idée au niveau de l'énergie et de la vibration d'une porte, j'ai écrit un petit conte que je vais vous lire. Et je vous invite vraiment juste à vous laisser toucher par ces vibrations, ces mots, faire naître ce qui a envie de naître. Et voilà, j'y vais. Il aimait courir après les lièvres. Il était petit, le plus petit du lot. Son énergie pétillait de loin et jamais il ne s'arrêtait durant une chasse. Certes, ça lui arrivait d'être attiré vers autre chose. Le reflet d'un ruisseau, le battement d'ailes d'une tourterelle, un bâton d'une forme bizarre, exactement la forme qui manquait à sa collection. Mais dans son jeu, il était inarrêtable. Jusqu'au jour où, dans son village, vinrent les loups sombres. Ce n'étaient pas des loups, mais des hommes avec des masques épouvantables. Ils prirent tous les habitants et les renfermèrent dans des cages. Ils les nourrissaient régulièrement et leur proposaient une hygiène acceptable, mais jamais ils n'ouvraient leur cage. L'enfant n'avait pas peur. Il voyait leur peur et la confrontait. Il lançait des mots parfois violents contre ses emprisonneurs. Il bougeait sans arrêt dans sa cage. Son jeu s'était pourtant arrêté. Les cages à côté de la sienne étaient beaucoup plus calmes. Alors il lançait des mots perçants en direction d'elle aussi. Quelques cages commençaient à réagir à ces mots, d'abord en lui rendant tant bien que mal cette agression, et puis en créant une agitation certaine. Plus l'enfant piquait, plus les cages étaient en émeute. Et vint le jour où les loups sombres n'eurent qu'un choix, ouvrir les cages. Le rugissement de liberté qui s'ensuivit laissa le village changer à jamais. Plus un arbre avait le même aspect. Les habitants semblaient ne jamais avoir réellement vécu auparavant. Ils commencèrent à parler droit du cœur, à rire aux éclats, à transpirer abondamment et avec gratitude dans leur labeur, à pleurer des larmes gigantesques, à s'entrelacer avec passion et toujours accueillir le silence de la solitude, avec une joie profonde, comme les entrailles de la terre. Et l'enfant aimait. Il aimait courir après les lièvres. Jamais son jeu ne s'arrêtait. Merci de votre écoute. J'aurais beaucoup de chance d'être ici aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Vous avez écouté Soundgate, un nom de guidance en Human Design.